remplacement, parfois, on est capable d'obtenir un remboursement de cet impôt minimum de remplacement-là dans un délai qui peut aller jusqu'à 7 ans Oui. après l'année où on l'a généré, cette facture d'impôt minimum de remplacement, mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête parce que si on se dit, ah bon, ben parfait, je suis un particulier, je vais faire une planification pour cristalliser un gain important, par exemple sur un bien immobilier, et excellent, j'ai mon gain à 50 magnifique, mais que je me fais rattraper par la facture d'impôt minimum de remplacement, ça va être vraiment une mauvaise surprise à la fin de l'année. Et quel est l'impact pour les fiducies? Pour les fiducies, l'impôt minimum de remplacement est aussi une préoccupation, mais au niveau du taux d'inclusion du gain en capital, ça va être un peu la même chose que pour les sociétés par action, c'est-à-dire pas d'exemption de 250 000 premier dollar de gain à partir de la date de transition et inclus à 66,2%. Par contre, en pratique, l'impact est un peu limité parce que c'est rare qu'on impose des revenus dans les mains d'une fiducie. La plupart du temps, puisque la majorité des fiducies sont automatiquement assujetties au taux maximum des particuliers, la plupart du temps, la fiducie va distribuer ses revenus, dont ses gains en capital, à ses particuliers, à ses bénéficiaires, qui peuvent être des particuliers ou des sociétés par ailleurs, mais c'est très rare qu'on impose des revenus dans la fiducie comme telle. Alors, si la fiducie a différents bénéficiaires qui sont des particuliers et tous les gains, disons, sont attribués à des bénéficiaires, bien, c'est vraiment ces bénéficiaires-là qui vont inclure le montant de gain en capital. Et ce qui a été annoncé dans le budget, c'est que les gains qu'un particulier réalise via une fiducie, si c'est en deçà de 250 000 par année, on va encore bénéficier du taux d'inclusion de 50 Mais évidemment, ce qui amène un peu d'incertitude, surtout pour l'attribution via les fiducies, c'est qu'il n'y a pas de propositions législatives concrètes qui ont été déposées par le ministère des Finances. Donc, on a eu des lignes directrices, des principes généraux énoncés dans le budget, mais on n'a pas les règles techniques de mise en œuvre. Et entre autres, sur la question des fiducies, il y a plusieurs points en suspens là-dessus. Et donc, ça rend la planification d'autant plus complexe parce qu'on navigue en zone d'incertitude, malheureusement. Et sur ça, j'ai entendu dire que les gens discutent qu'est-ce qui va arriver avec ces règles proposées-là. Et je me demande si vous avez déjà des idées ou des sources qui disent que c'est possible qu'il y aurait des changements. M- Peut-être au niveau Malheureusement, de la date ou des règles elles-mêmes. ah ah, ah ah. Bon, malheureusement, pas de boule de cristal qui nous permette de savoir exactement qu'est-ce qu'il en sera. Mais c'est sûr qu'effectivement, on entend toutes sortes de bruits. Est-ce que la législation va aller de l'avant? Quelle sera la date? Parce qu'il y a eu une fenêtre de planification qui a été accordée, mais elle était très, très courte. Oui, Et on l'a vu des fois dans le passé, dans certaines mesures fiscales autres que le gouvernement revenait avec des extensions de mise en œuvre des nouvelles règles. On l'a vu sur d'autres sujets. Alors, qui sait, peut-être qu'on pourrait avoir le même type de prolongation pour ces règles-là. Ça serait les bienvenus, c'est sûr. Et après, la question, c'est, même si ça va de l'avant oui. avec la date qui est sur la table en ce moment, est-ce que ces règles-là vont perdurer dans le temps? Ça aussi, c'est une question parce qu'on sait que le taux d'inclusion du gain en capital, il a fluctué au fil du temps. Il n'a pas toujours, ça faisait très longtemps qu'il était à 50 mais il ne l'a pas toujours été. Il a Ouais. été à 2 tiers % dans le passé. Il a même été jusqu'à 75 à une certaine époque. Et donc, ça a monté, ça a redescendu. Il y a eu des fluctuations. Alors, même si ces changements-là vont de l'avant, est-ce que c'est le mot final sur l'imposition des gains en capital au Canada? Là aussi, ça dépend beaucoup de la dynamique politique. Alors, bon, tout le monde peut se risquer à sa propre prédiction là-dessus, mais ça amène, une chose est sûre, c'est que ça amène de l'incertitude pour les contribuables qui cherchent à planifier, à optimiser parce que on ne sait pas exactement l'environnement fiscal dans lequel on sera un peu plus tard.
Oui, et évidemment, il y a plein d'autres règles fiscales qui sont impactées par ces changements-là ou pourraient être. Alors, et ça reste à voir comment ils vont légiférer Oui. pour les autres règles. Oui, oui, parce qu'il y a toutes sortes d'autres mesures aussi. Il y avait certaines choses positives dans l'annonce relative aux gains en capital, et ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui résultera de ces autres mesures-là. Je pense ici à l'incitatif aux entrepreneurs canadiens qui a été annoncé dans le même Oui, budget, qui est quelque chose de complètement nouveau. C'est une mesure qui va commencer en 2025 et qui va permettre, lorsqu'on vend une entreprise et qu'un grand nombre de conditions sont remplies, donc pas forcément facile d'accéder à ça, mais lorsqu'on se qualifie, on va pouvoir, sur un montant allant jusqu'à 2 millions, bénéficier d'un taux d'inclusion de la moitié du taux en vigueur. Donc, le nouveau taux sera 2 tiers et donc, ça permettra d'avoir un taux d'inclusion de 1 tiers sur certains gains très spécifiques. Par contre, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer de cette mesure-là, puisque elle est censée devenir en application de manière graduelle. Donc, en 2025, ça va s'appliquer sur une tranche de 200 000 de gains, puis ça va augmenter de 200 000 à chaque année jusqu'à ce que ça vise un montant de 2 millions de dollars, mais ça, c'est en 2034. Alors, ben voilà, c'est pas demain matin. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le paysage fiscal pendant cette période-là. Donc, est-ce que cette mesure-là va perdurer? En ce moment, elle a une utilité, somme toute, assez limitée, mais si elle se rend à maturité et qu'elle atteint le plein 2 millions, bien là, ça deviendra un outil de planification fiscale intéressant et important dans ce qui est disponible là, comme planification fiscale. Un autre changement positif aussi concernait l'augmentation de la déduction pour gain en capital. Déduction qui s'applique lorsque on vend surtout des actions d'une entreprise opérante qui, encore une oui, fois, rencontre une série de conditions. À l'heure actuelle, le montant maximum qu'un particulier peut réclamer au cours de sa vie est de 1 016 000 et des poussières. Et ce montant-là était indexé à chaque année depuis un certain nombre d'années déjà. Et là, on nous annonce que après le 25 juin 2024, ce montant-là va passer à 1 250 000. Donc, on va faire quand même un pas important. On aurait possiblement atteint ce montant-là au fil de l'inflation, mais ça aurait pris quelques années là, avant de se rendre là. Donc, on a comme une accélération du montant là, qui est disponible. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, surtout pour des propriétaires d'entreprises qui ont une structure avec une fiducie familiale qui permet parfois de multiplier l'exonération ou déduction pour gain en capital en allouant du gain aux différents particuliers qui sont bénéficiaires de la fiducie. Alors oui, ça prend la bonne structure en place pour faire ça, mais si on est capable, on a, je ne sais pas, 4, 5, 6 bénéficiaires à qui on veut partager du gain en capital, puis on peut multiplier le montant de 1 250 000 par ce nombre de bénéficiaires-là, ça peut donner une planification fiscale qui est très, très intéressante. Alors, le fait qu'on ait une augmentation de ce montant-là, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont une stratégie de vente d'entreprise qui s'articule autour de cette exemption-là. Et c'est assez fréquent là, d'avoir des structures de cette nature-là qui sont mises en œuvre. ben, ça, c'est très intéressant aussi. Oui, Euh, alors je- il faut qu'il je- y ait bien un peu de positif, mais c'est sûr que c'est des situations plus pointues si on s'intéresse surtout aux gens qui ont des investissements plus passifs au niveau des portefeuilles de placement ou des immeubles à revenus ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas quelque chose de très positif là, dans les annonces du budget, malheureusement. Et alors voilà. Et c'est aussi quelque chose qui va impacter beaucoup les successions, en ce sens que on oui, sait que lorsqu'une personne décède, il y a une règle fiscale qui prévoit qu'il y a une disposition réputée à la juste valeur marchande de la plupart des biens qui sont détenus par la personne décédée, à moins que les biens aillent au conjoint survivant ou à une fiducie en faveur du conjoint survivant. Mais si ça va
à la génération suivante, là, il y a une facture d'impôt considérable. Alors, c'est sûr que si cette imposition-là s'articule autour du gain en capital puis qu'on vient augmenter notre taux d'inclusion, oui, si on a juste 250 000 de gains latents sur les actifs, ça va aller, ça ne changera pas vraiment la dynamique actuelle, mais souvent, puisqu'on parle de tous les actifs d'une vie qui font l'objet d'une disposition au même moment, ça va avoir un impact important et ça va rendre les éléments de planification fiscale post-mortem encore plus importants parce que la facture d'impôt au décès va être plus salée qu'avant. Alors, on va vraiment vouloir avoir une planification fiscale qui est bien ficelée pour ne pas qu'il y ait d'effet de double ou parfois même de triple imposition dans le processus de liquidation de la succession. Alors, Et même l'impôt pour, au décès va être important. désolée, pour les gens qui pensent quitter le pays Oui, pour déménager oui. hors du Canada pour devenir étranger, Absolument, absolument. Les gens qui pensent à devenir non-résident non-résident. fiscal du Canada, absolument, ça va avoir un peu le même effet parce que l'imposition au départ du Canada, elle est un peu similaire à celle de l'imposition au moment du décès avec différentes nuances, mais c'est le même principe, ça repose sur le gain en capital. Donc, ça aussi, c'est vraiment des gens qui vont être durement touchés par ça. Donc, ça, ce serait par exemple un bon exemple de gens qui pourraient penser à mettre en œuvre des éléments de cristallisation ou voire même accélérer le départ du Canada. Quelqu'un qui dit oui, moi, je quitte le Canada en 2025. OK, ben peut-être que ça vaut la peine d'accélérer ça. Ben, évidemment, il y a toutes sortes de conséquences personnelles qui viennent avec ça, mais ça, c'est des candidats à une cristallisation parce qu'on sait que l'impôt s'en vient très, très bientôt, là. Oui, oui. Euh, Euh, je suis consciente du temps et c'est clair que ça ne va pas être le dernier mot sur ces changements-là. Mais ça me fait tellement plaisir de les mieux comprendre avec tes connaissances et tes avis. Tout le plaisir était pour moi. Puis effectivement, comme tu le soulignes, c'est pas le fin mot de cette histoire-là. Alors, je suis certaine qu'on aura la chance de continuer la conversation lorsqu'on aura des propositions législatives, lorsqu'on aura des changements qui seront en vigueur. Mais c'est une conversation que c'est important d'avoir ensemble aujourd'hui parce que pour mettre en œuvre des éléments de planification, il reste très peu de temps. Alors, c'est important de s'informer sur cette question-là dès à présent pour pouvoir se poser les bonnes questions puis s'assurer qu'il ne soit pas trop tard pour possiblement se préparer à ces changements-là. Oui, et j'essaie toujours de faire les gens souvenir que c'est très important de consulter leur propre fiscaliste, Oui, avocate, euh, comptable pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire eux-mêmes absolument. selon leurs propres circonstances. Tout à fait, tout à fait. Alors, je te remercie encore et à bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de poursuivre la discussion. Bonne journée. Bonne journée. Bye.